Comme nous l'avons vu précédemment dans les deux premières parties, l'économie planifiée centralisée, sur la base de la ligne marxiste-léniniste, est en capacité de réaliser de grandes choses, d'élever en toute manière le niveau de vie des habitants des nations qui sont gérées ainsi. Quand le socialisme avec une ligne marxiste-léniniste était appliqué en URSS en 30 ans, et ce malgré une guerre civile, deux guerres mondiales, ainsi que de nombreux sabotages et complots internes, ce pays est passé d'être un pays arriéré et sous-développé, sortant à peine du féodalisme, à devenir une grande puissance d'ordre mondial, et ce dans tous les domaines, une puissance mondiale moderne, ayant éradiqué l'analphabétisme, la faim et étant au premier plan durant l'éradication de la variole à échelle mondiale. Comme nous pouvons le voir ici, et comme nous l'avons vu précédemment du côté de la RDA, l'Union soviétique, avec son économie planifiée, a rattrapé entre les années 20 et les années 50 ce grand retard qu'ils avaient vis-à-vis de l'Occident. Ensuite, bien qu'avec l'arrivée au pouvoir des Khrouchtcheviens en 1956 en URSS et dans le bloc de l'Est en général, ces pays abandonnèrent progressivement le modèle socialiste. Les vestiges de ce modèle, encore ancrés dans ces pays, leur permirent de maintenir un certain nombre d'acquis et de poursuivre, bien qu'affaiblis de plus en plus par les politiques capitalistes et antimarxistes post-1956, une certaine croissance et d'offrir donc toujours un certain progrès. L'arrivée totale du capitalisme, et ce en plus dans sa version libérale, à la fin des années 80, provoqua une grande désolation dans ces pays. Du côté de la Russie, eh bien, en analysant cela en termes de PIB par habitant, les conséquences du retour au capitalisme sont désastreuses. L'Union soviétique, avec cela, en 10 ans, entre 1989 et 1999, a perdu 67%, soit les deux tiers de son économie. L'entrée en vigueur de ce système, entre guillemets modèle, selon certains, eh bien, s'est traduit en une véritable tragédie pour les citoyens des anciens territoires soviétiques. En matière alimentaire, ce n'est guère mieux. Si l'économie planifiée avec le socialisme jusqu'en 1956 et des vestiges de socialisme après 1956 a apporté et garanti une certaine abondance alimentaire en URSS, comme le prouvent les données que j'ai montrées, avec le retour plein et entier du capitalisme sur Gorbatchev, nous observons une chute de la consommation alimentaire, comme quoi on bouffait plus sous le socialisme que après avec le retour du capitalisme. En matière culturelle, la chute de l'URSS a aussi eu des conséquences dramatiques. Comme nous pouvons l'observer ici dans ce tableau sur la circulation des livres en République socialiste fédérative soviétique de Russie, puis en Russie capitaliste, à travers un indice base 100 avec la base 100 en 1970, eh bien on observe que si durant la période soviétique il y avait un afflux grandissant de livres, en effet entre 1970 et 1986, la circulation de livres en URSS, elle augmente en Russie soviétique, je veux dire, augmente de 70%. Ensuite, c'est l'hécatombe. Durant la décennie des années 90, suite au retour du capitalisme et la libéralisation profonde de l'économie, nous pouvons observer une chute drastique de la circulation de livres. Et cela d'ailleurs pourrait se lier à un autre thème de formation qui pourrait être fait plus tard, qui se concentrerait sur la perestroïka et le résultat des réformes libérales en Russie puisque les réformes libérales en Russie durant la décennie des années 90 a provoqué, comme on le voit ici, une chute drastique de la circulation des livres, mais a aussi, chose qu'on pourrait voir une autre fois, une chute drastique du nombre de spectateurs dans les théâtres, les cinémas, dans les concerts, etc., etc. Ce qui fait qu'en plus d'avoir des conséquences terribles en matière économique, la libéralisation économique qui a eu lieu en URSS dans les années fin 80, début 90, a eu aussi des conséquences terribles en matière culturelle.
Voilà les conséquences de l'instauration en URSS du capitalisme libéral afin de remplacer le capitalisme d'État instauré par les Khrouchtcheviens et en éliminant aussi les derniers vestiges de socialisme encore présents après 56. Voilà comment la libéralisation de l'économie soviétique a anéanti une économie qui pourtant, comme le montre et comme le disait la CIA en 1983, malgré les défauts qu'elle pouvait avoir, eh bien cette économie soviétique était, selon la CIA, loin de tout possible effondrement économique et qui était aussi d'ailleurs probablement, selon eux, encore une fois, la plus autosuffisante parmi les pays industrialisés. Cet effondrement était volontaire et provoqué par une caste. Cette caste qui a pris le pouvoir en URSS après le coup d'État de Khrouchtchev en 1956. Caste qui, au fur et à mesure que le temps passait, s'est mis à démanteler progressivement le socialisme en URSS. Socialisme édifié sous le PCUS marxiste-léniniste de Lénine et Staline. Caste qui, après quelques années, décida à la fin des années 80 de retirer son masque pseudo-socialiste afin de devenir pleinement ce que, au fond, ils étaient déjà, des capitalistes liquidateurs. La chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, comme vous le savez, a aussi provoqué la chute des pays de l'Est, soumis depuis l'ère de Khrouchtchev à un social-impérialisme qui se cacha de moins en moins, empêchant le socialisme dans ces pays d'atteindre le maximum de ses capacités. En RDA, qui malgré cela avait quand même réussi à avoir un développement prometteur, la liquidation capitaliste libérale a eu aussi des effets dévastateurs. Suite à la libéralisation économique, l'Allemagne de l'Est subit aussi un effondrement d'une grande ampleur. Comme nous pouvons le voir ici dans ce tableau, eh bien, c'est d'un tiers de l'économie est-allemande qui, très concrètement, se casse la gueule. Et il faudra ensuite, à cette Allemagne de l'Est, plus d'une décennie pour s'en sortir. Pour ce qui est du chômage, comme nous pouvons l'observer ici, parallèlement à l'effondrement économique, on observe un chômage de masse qui refait son apparition dans les territoires de l'ex-RDA, avec des taux allant jusqu'au 19,5% en 1998. Parallèlement à cela, la natalité aussi, elle s'écroula, provoquant une crise démographique importante, tout comme celle qu'a subie d'ailleurs la Russie durant la même période. Le socialisme et l'économie planifiée centralisée marxiste-léniniste ont sorti l'URSS du sous-développement, ont mis un terme à l'analphabétisme, à la faim, et ont permis d'éradiquer des épidémies telles que la variole à échelle mondiale. Cette économie a permis la victoire contre le fascisme et la libération de l'Europe, tout en faisant du bloc de l'Est, constitué suite à la Seconde Guerre mondiale, la plus grande menace qu'a connue l'ordre bourgeois durant toute son histoire. Désormais, cette période de l'histoire est regrettée par la grande majorité de la population russe, qui ont grandement perdu avec la chute de l'URSS. Ici, dans le cadre de cette formation, je n'ai parlé que de l'URSS et un petit peu de la RDA, sans à peine réellement aller dans le détail dans les deux cas, car il reste beaucoup de choses à dire sur beaucoup de sujets, cela aurait pris beaucoup trop de temps. Cette formation pourrait donc servir d'introduction à de prochaines formations qui pourraient aller davantage dans le détail sur des sujets plus précis, tels que les années 30 en URSS, qui sont à mes yeux la décennie la plus importante afin de comprendre ce qui va suivre. Aussi, on pourrait faire une formation sur la prise de pouvoir des révisionnistes khrouchtcheviens en 1956 durant le 20e congrès du PCUS, débutant ainsi le démantèlement du socialisme dans ce pays. On pourrait aussi faire une formation sur quasiment chaque pays du bloc de l'Est. Je pense principalement à l'Albanie et la Yougoslavie. Aussi faire quelque chose de plus spécifique pour la RDA, qui est un pays sur lequel on a beaucoup de choses à dire. Parce que, et je vois déjà les gens dans les commentaires de cette formation, quand elle sera publiée sur YouTube, venir le dire, je vois beaucoup de personnes, se croyant très malins sûrement, qui vont nous parler du mur de Berlin, je sais pas quoi. Bon, je tiens à préciser quelques informations. Selon El Mundo, la version espagnole du Le Monde,
70% des fonctionnaires du ministère de la Justice de la RFA, République fédérale allemande, donc l'Allemagne capitaliste, étaient à la fin des années 50 d'anciens membres du NSDAP, donc du parti nazi, chiffre similaire dans d'autres ministères. Il est important aussi à rappeler, comme il montre aussi, eh bien que 25 ministres et de la RFA, donc l'Allemagne capitaliste, et au moins un chancelier et un président de la République de cette RFA étaient d'anciens nazis. Aussi, il me paraît nécessaire de rappeler, comme le rappelle l'historien Henrik Rinster en février 2015 pour le journal Der Spiegel, eh bien, il confirme que la CIA avait financé depuis Berlin-Ouest cette enclave capitaliste au milieu de la RDA, donc au milieu de l'Allemagne socialiste. Eh bien, cet historien nous montre que depuis cette enclave, cette Berlin-Ouest, eh bien, la CIA finançait des groupes terroristes au sein de la RDA, tels que le KGU, qui a réalisé plusieurs attentats, comme dans un magasin d'aliments à Leipzig en 1951, ainsi que des sabotages de voies ferrées, d'installations téléphoniques, d'installations électriques, des dommages qui ont coûté des millions en réparation après pour la RDA. Donc, quand on sait tout ça, même si, comme je disais tout à l'heure, ça sera probablement des sujets pour une autre formation, mais quand on sait tout ça, le mur de protection antifasciste portait bien son nom. Enfin, pour terminer cette formation, j'aimerais vous montrer cette photographie réalisée le 23 octobre 1989 dans une manifestation en Allemagne de l'Est. Manifestation qui avait pour slogan Socialisme oui, capitalisme non.